Bonsoir amis téléspectateurs ou bonjour si vous regardez l'émission en rediffusion. Alors nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une belle, j'allais dire brochette d'invités aussi prestigieuse que les autres fois et pour vous parler de la problématique des réparations. Nous sommes dans cette période où la question est beaucoup traitée et souvent maltraitée et si on devait parler de maltraitance, voilà une problématique qui chez nous vraiment subit de plein fouet nos maltraitances qui sont très souvent dues aussi à nos ignorances au-delà des combats idéologiques qui sont menés dans cette sphère-là. Alors, je voulais, avant de vous présenter nos invités, qui auront plein de choses à vous dire et surtout vous sensibiliser sur l'importance de cette problématique, je voulais vous dire que ces derniers temps, j'ai écouté les médias, justement, des émissions radio, des forums qui ont été ouverts sur ce débat des réparations et j'ai entendu des choses que je me permets de qualifier d'abominables, des discussions qui sont censées avoir été menées par des animateurs qui ne sont pas informés, qui ne se sont pas cultivés sur la problématique et qui ont laissé dire n'importe quoi sur le sujet des réparations. Il me semble qu'aujourd'hui, nous devons exiger d'avoir une hygiène morale, intellectuelle vis-à-vis de ces problématiques qui nous concernent et de ne plus tolérer, nous ne voulons plus tolérer que les nègres soient traités, maltraités sur les ondes, alors que lorsqu'il est parlé de blancs dans ce pays-ci, tout le monde est comment vous dire ça, mobilisé pour empêcher justement qu'il y ait de dérives, qu'on ne soit pas dans du racisme, etc. Mais le racisme antinégriste est absolument à l'œuvre dans nos rangs, par nous-mêmes, pratiqué par nous-mêmes, avec la complicité des médias, sans que cela ne gêne personne. À partir de maintenant, nous disons que nous exigeons que nous soyons traités avec respect parce que nous faisons partie de ceux-là même qui se méprisent ou qui nous méprisent et qui n'est pas concevable que dans cette société qui a été construite notamment par les nègres, que nous entendions, que nous acceptions, que soit continué ce type de comportement. Alors, je voulais donc faire le point sur cette sorte de mépris qui est toléré, qui est libéré dans nos médias et qui reste impuni. Je voulais aussi vous dire que ce manque de respect par rapport à nous, puisqu'il est exprimé envers nous, envers d'autres nous-mêmes. Eh bien, ce manque de respect relève chez ceux qui le profèrent ou qui ont cette attitude d'un manque de respect vis-à-vis de soi et de ce que, en psychologie sociale, nous appelons la haine de soi. Et nous allons, si l'occasion se présente, faire une émission sur le thème de la haine de soi pour que les gens comprennent qu'à mépriser, surtout dans une société qui est dite composite, avec d'autres, justement, des personnes qui écoutent la radio et qui voient que nous sommes la seule composante à nous invectiver de cette manière-là, eh bien, qui n'auront pas, j'allais dire, envie de nous manifester spontanément du respect. Et ce respect-là, c'est nous qui devons le cultiver pour que les autres aient aussi envie de nous respecter. Donc, c'est une règle morale que nous allons, à laquelle nous allons donner la priorité dans le traitement qui est subi, qu'on fait subir à nous, à notre image et à les autres nous-mêmes dans les médias notamment. Alors, cet après-midi, je reçois des invités, je vous ai dit, qui vont se présenter et qui vont nous parler donc du thème de la réparation. Ce sont des personnes très sérieuses, des spécialistes qui ont réfléchi sur la signification des réparations et qui vont nous apporter une parole autrement documentée que ceux que nous entendons dans nos médias. Alors, je commence, je demande à M. Malsain, vous voulez bien vous présenter aux téléspectateurs, leur dire en deux mots qui vous êtes? Oui, je suis M. Garcin Malsain, je suis président du Mouvement international pour les réparations. C'est à ce titre-là que je me trouve ici. D'accord. Dominique Monotuka, avocat au barreau de Fort-de-France et en effet conseil aussi du MIR, la Martinique. Conseil du MIR, voilà. Oui, bonjour, Maryse Duhamel, avocat en Martinique et également avocat du MIR. Milka Valentin, donc je suis maître de conférence à l'UAG en civilisation hispano-américaine et caribéenne
Et donc, je suis aussi vice-présidente du CNR, Comité national pour les réparations Martinique. Et M. Garça, donc M. Garça Massa, on est le président. Donc Mme Valentin Milka est la vice-présidente et M. du Conseil national des réparations. C'est ça, des réparations. Alors, allez-y, M. Bicep. Oui, Jean-Jacob Bicep, je suis député européen. J'ai organisé au Parlement européen une semaine sur la reconnaissance de la colonisation européenne et pour les réparations. Et j'ai initié aussi un projet de déclaration écrite pour la reconnaissance européenne de la colonisation coloniale et l'esclavage colonial. Et l'esclavage colonial. Merci. Bonjour, je suis Louis Georgetin, je suis professeur à l'Université d'Orléans et par ailleurs président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Merci de votre invitation. Merci d'être là. Bonsoir, je suis Marie Gessona. En fait, pour moi, la réparation est essentielle pour l'avancement de notre peuple. Je suis aussi, entre autres, artiste peintre. Artiste peintre. Voilà, vous avez vu nos invités. Nous allons partager, distribuer la parole. Et je vous demande de les écouter. Vous pourrez nous faire remonter vos remarques si vous le voulez, en passant par la rédaction de Zouk TV. Mais surtout, écoutez. Et je voulais pour vous montrer l'importance de la thématique dont nous allons débattre. Et vous expliquer que ce n'est pas une problématique dont on peut parler à tort et à travers. J'ai photographié 4 ouvrages qui vont vous servir si vous avez vraiment envie de comprendre. Et ce sont des ouvrages qui sont écrits par des personnes absolument spécialisées, qui sont des sommités mondiales et des ouvrages qui sont aujourd'hui des ouvrages de référence. Alors, est-ce qu'on peut voir les diapositives avec le titre des ouvrages sélectionnés ? Alors voilà, le premier ouvrage s'appelle, c'est un cahier d'études africaines. Donc les thématiques débattues sont réparation, restitution, réconciliation entre Afrique au pluriel, Europe et Amérique au pluriel. Donc vous avez là beaucoup de spécialistes, des Africains aussi, parce que j'entends dire que les Africains ne font rien, ne s'occupent pas du tout de cette problématique, et qui sont autrement traités que ceux que vous entendez dans vos médias. Donc prenez le temps de lire ces ouvrages. Il y en a un autre. Non, pas celui-ci. Voilà. Crimes de l'histoire et réparation, les réponses du droit et de la justice. Et là aussi, vous voyez, vous avez une somme de collections de droit international, une somme de spécialistes du droit qui débattent de la question des réparations et surtout du fait que c'est un crime imprescriptible et que il y a des solutions pour agir sur, on va dire, la mauvaise volonté des États qui ont profité de la traite actuellement. Hein? Voilà. Ici, donc ce soir, nous avons avec nous, ou cet après-midi, ce soir, comme vous voudrez, Monsieur Georgetin, qui nous a produit ce petit ouvrage de l'esclavage aux réparations, les textes clés d'hier et d'aujourd'hui. Donc il va nous en parler là dans l'émission et vous aurez l'occasion de vous le procurer. On le trouve, je suppose, en librairie. Voilà, merci pour cette voilà. Et ce dernier ouvrage que je voulais vous conseiller, puisqu'on associe très souvent la question des réparations à celle de la résilience, ceux qui demandent réparation seraient des espèces d'acharnés, de revanchards, ils sont qualifiés de toutes sortes de titres ou attifés de toutes sortes de titres. En réalité, la question de la résilience et de la réparation n'est pas, ces questions-là ne sont pas nécessairement interconnectés sauf si les deux parties sont d'accord pour traiter et remettre en cause les profitations de l'histoire. Or, nous assistons plutôt actuellement à une sorte de volonté, de négationnisme, augmenté d'une forme de révisionnisme ou le contraire, et parce que la question, c'est justement ne pas entrer ou ne pas laisser entrevoir les enjeux
l'enjeu des réparations, de la remise en question de ces faits d'histoire, parce que l'enjeu, c'est bien celui des réparations et que l'État français, jusqu'à nouvel ordre, ne veut pas. Monsieur Hollande nous a dit récemment, il n'est pas question de réparation. Avant lui, on nous avait dit, il n'est pas question d'indépendance. Enfin, il n'est jamais question de quoi que ce soit, puisque nous sommes les enfants de la République et qu'elle a à nous dire, tels les enfants, ce que nous pouvons ou ne pouvons pas. Alors aujourd'hui, il faut quand même jouer notre rôle d'intellectuel. Peut-être que c'est cela qui nous manque dans notre société, que plus d'intellectuels se mobilisent sur ces problématiques, parce que je crois que le temps est venu où on devrait s'émanciper un petit peu d'une certaine pesanteur historique et surtout d'un assujettissement qui nous rend et qui donne le droit aux autres de nous traiter comme des animaux. Voilà. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'émission. Nous avons de grosses pointures qui vont débattre avec nous donc de la question des réparations. Et on va commencer donc avec Monsieur Malsa qui va nous dire rapidement comment la question de réparation a été posée par le MIR, puisque le MIR est la première instance qui, à mon avis, a fait ce travail d'envisager ce crime contre l'humanité, les réparations à partir de ce crime. Enfin, les réparations de ce crime. Merci, je voudrais vous saluer d'abord et saluer tous les experts qui sont là avec nous. Et je crois qu'avant de commencer, je voudrais dire comment j'ai été traumatisé, bouleversé par une déclaration que j'ai entendue hier de la bouche de M. Le Pen, qui recommence. Ah oui, terrible. Il a déclaré que, de façon très à l'aise, comme il le fait d'habitude, et il choisit ses moments, que Monseigneur Ebola viendrait à bout du à problème. lui seul régler en 3 mois le surpeuplement de la planète. Oui. Alors il a fait cette déclaration au moment où il parlait de l'immigration en France. Donc ça veut dire comment il continue avec ce mouvement qui est le Front National, qui est bien implanté à Martinique, de nous mépriser. Alors il faut rappeler Monseigneur Ebola, qui c'est? Oui, monsieur, Ebola, c'est un virus particulièrement dangereux. Absolument. Qui sévit dans tous les pays d'Afrique et il s'adresse à nous particulièrement quand il fait cette déclaration. Il s'adresse à tous ces peuples noirs qui vivent sur la terre. Et dans la stratégie de M. Le Pen et dans la stratégie de beaucoup d'entre eux, eh bien, ils ont pour ordre, pour mission de réduire à néant toute l'Afrique. Et ça, c'est très important. Et garder ses richesses. Et garder ses richesses. Et au moment où l'on parle ici d'Europe, d'élections européennes, il faut savoir qu'effectivement, il y a une forte implantation du Front National en Martinique et nous devons, de notre point de vue, de mon point de vue, éradiquer le Front National en Martinique. Et je suis frappé de voir comment, d'un côté comme de l'autre, les partis politiques ne bougent pas. Alors qu'il y a quelques années, pour une petite déclaration seulement, eh bien, l'ensemble des mouvements politiques, des mouvements nationalistes plus particulièrement, auraient bougé. Ça veut dire que nous sommes en arrière par rapport à il y a environ une vingtaine d'années. Ça, c'est la déclaration. Je ne suis pas traumatisé, je suis encore moins bouleversé quand dans mon peuple, les gens sont mal à l'aise quand on parle de réparation, parce que les traumatismes sont tellement profonds. La haine est tellement enfouie en nous. La haine contre soi-même. La haine contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes, c'est ce qui est important. Eh bien que nous ne pouvons pas imaginer que ce syndrome de Stockholm qui nous atteint, qui nous menace, eh bien, est là pour nous transformer. Justement, lorsque le MIR, le Mouvement international pour les réparations, s'est mis en place et a mis en place le convoi pour les réparations, c'était à l'époque pour chercher à trouver une thérapie pour nous-mêmes, à partir de nous-mêmes. Et je crois que pour l'instant, cette thérapie est trouvée puisque nous sommes à l'aise quand nous marchons. Chaque année, nous nous voyons, nous discutons entre nous, nous échangeons et nous parlons de plus en plus de réparation. Et grâce à nous, grâce à vous, grâce aux experts qui se trouvent ici, présents, eh bien, les gens
sont un peu moins dérangés. Certainement, nous dérangeons les intellectuels martiniquais et nous continuons de les déranger. Parce qu'il est quand même insupportable de constater que bon nombre d'entre eux se trouvent engloutis, soit à l'habitation Clément, soit à Tous-Créole. D'ailleurs, je viens d'entendre que demain, 22 mai, date sacrée pour nous, eh bien, dans une des habitations nommée pour la circonstance le musée de la banane, avant c'était musée Cannes, musée de la banane, eh bien, Tous-Créole, eh bien, vous viendra présenter ce qu'il entend par 22 mai, avec quelques intellectuels, experts, historiens martiniquais. Ben, moi, je crois qu'effectivement, ces gens-là, je crois que si on allait là, on croit si on entend nous, peut-être nous, eh bien, il y aurait trahi tout hommage était qu'à rendre aux ancêtres qui étaient de temps. Donc, c'est ça aussi, c'est traumatisant. Mais heureusement pour nous, eh bien, il y a un ancrage de cette problématique de la réparation eh bien, dans le peuple. Voilà. Mais Monsieur Malsa, vous avez parlé du syndrome de Stockholm. Vous voulez l'expliquer parce que notre le syndrome de Stockholm, je vais expliquer c'est une manière très simple. Oui. Les gens regardent comme moi, mais je pas comprendre que Manuel, je dis non, je pas Noël. Et comment parler quoi qui Manuel? D'accord. Eh bien, enfin, aller répéter comment pas Noël. Donc ça, c'est le rejet de soi. Mais en fait, le syndrome, c'est l'attachement du dominé, de celui qui a été complètement écrasé, à son maître, au dominant. C'est ça. Je dis pas Noël parce qu'effectivement, eh bien, pour moi, il y a une référence. Référence, c'est blanc. Référence, c'est blanc. Manlé jusqu'à 100 blanc. Donc, je fait tout ça, ou moi, ça me compte blanc. Je vais un exemple concret. L'exemple concret, le dernier, c'est lorsque, à l'habitation Clément, dernièrement, il y a un responsable politique qui est allé s'agenouiller devant M. Ayotte, le Grand Blanc, pour dire que voilà, effectivement, oui, je retourne à l'habitation. Et j'ai répondu qu'effectivement, eh bien, il faut refuser de retourner à l'habitation. Non, mais nous avons à gérer les maladies des nôtres. Donc, ce que nous voulons faire, c'est clarifier la problématique des... Donc, le MIR, en tant qu'institution, le MIR prend en charge cette problématique. Ça, c'est très important. Et on va demander peut-être à Mme Valentin de compléter là-dessus sur le travail que mène le MIR pour faire reconnaître prends le micro, pour faire reconnaître mais la parole va tourner, donc mais tout le monde... comment, voilà, sur le plan institutionnel, qu'il y ait une instance qui prend en charge cette problématique. Alors, donc, le MIR Martinique a donc déjà mené ce combat depuis quelques années, une quinzaine d'années pratiquement. Mais comme me le dit M. Malsa, nous sommes dans une dynamique où nous ne voulons pas nous accepter comme nous sommes. Et bien entendu, nous sommes en train pratiquement de nier notre humanité. Et la nouvelle institution qui a été créée, c'est-à-dire le CNR Martinique, a été créée Conseil national pour les réparations Martinique. C'est une structure qui a été appelée des vœux du CARICOM. Le CARICOM a demandé, nous a considéré en tant que nation, considérer les Martiniquais comme une nation, donc une nation martiniquaise, et nous a demandé de nous organiser en comité national pour les réparations, de telle sorte que nous ayons une audience pratiquement en tant que nation, de peuple et de nation, au sein du CARICOM et bien entendu au sein de toutes les démarches qu'ils feront auprès des instances internationales et européennes pour les réparations. Ce qui veut donc dire que c'est un grand privilège, un grand honneur pour nous que d'entrer dans ce concert des nations pour qu'effectivement nos droits, le respect de notre dignité humaine soit effectif dans le cadre de notre Martinique. Et puis ça nous sort de l'isolement. Et ça nous sort de l'isolement caribéen dans lequel on a été plongé depuis des siècles, disons-nous. Alors, sur le plan du droit, nous avons deux avocats avec nous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette problématique des réparations, Dominique et Maryse? Oui, le MIR a initié un certain nombre de procédures et en particulier une assignation au tribunal de grande instance de Fort-de-France depuis 2005. Et très très récemment, il y a moins d'un mois, le jugement est tombé
Et la question autour de laquelle nous avions débattu était la suivante, parce que nous avons plaidé ce dossier en novembre 2013 et que juste avant, en février 2013, il y avait donc eu l'arrêt de la Cour de cassation concernant la loi de 2001. La question était de savoir si, une fois de plus, une juridiction française allait nous dire que nous ne sommes pas des êtres humains parce que la réparation est un droit fondamental attaché à l'intégrité de l'être humain. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est-à-dire que lorsque nous demandons réparation, si nous demandons réparation en tant qu'être humain, et qu'on nous dit que c'est un crime contre l'humanité et que donc nous avons été victimes de ce crime, que nous demandons réparation et qu'on nous dit que nous n'avons pas droit à réparation, on nous dit en fait que nous ne sommes pas des êtres humains. Et donc, la problématique était très importante parce qu'il y avait eu cet arrêt de la Cour de cassation qui disait que la loi de 2001, la loi Taubira, n'avait pas de portée normative et que donc cette loi ne permettait de rien faire. Et en plus, concernant la réparation, elle permettait d'autant moins qu'il y avait eu tout un débat autour de la question des réparations qui avait été enlevée du texte, finalement, a été retenu. Et le tribunal de grande instance de Fort-de-France a rendu une décision qui bien sûr nous déboute. On ne s'attendait pas à autre chose parce qu'on pense que la Martinique ne se fera pas en un jour malheureusement. Mais le tribunal de grande instance a donc rendu une décision dans laquelle elle reconnaît premièrement que nous sommes recevables à demander réparation. Bien, c'est un pas extraordinaire parce que si le tribunal avait suivi la Cour de cassation, elle aurait dit que nous ne sommes pas recevables. Donc le tribunal n'a pas osé aller jusqu'à nous dire en face que nous ne sommes pas recevables. Donc nous sommes recevables à demander réparation, à la fois en tant qu'association MIR, qui défend la mémoire des victimes de crimes contre l'humanité que sont l'esclavage et la traite des Noirs, et en tant que personne individuelle descendant de ces personnes déportées. Ensuite, le tribunal nous a dit, mais vous êtes, ils nous ont déclaré prescrits sur des motifs fallacieux. Bon, c'est pas le plus important, la prescription. À mon avis, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de fondamental dans cette décision, c'est que le tribunal nous dit que la reconnaissance du droit à réparation ne peut pas, le droit à réparation ne peut pas être reconnu aux personnes individuelles qui avaient fait même si elles sont recevables, mais ça ne peut pas leur être reconnu parce que, tenez-vous bien, les effets préjudiciables du crime contre l'humanité que constitue l'esclavage sont appelés par définition, je dis bien ce que le tribunal a dit, par définition à renaître à chaque génération. C'est-à-dire qu'en Martinique, le tribunal nous dit chaque génération de Martiniquais qui naît est appelé à subir les conséquences des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés contre leurs ancêtres. Et que reconnaître un droit à réparation ne servirait à rien puisque ce préjudice continuerait de se... Il est transgénérationnel en fait. Exactement. Et que donc ces effets sont quasiment imprescriptibles. C'est ce que nous dit le tribunal. Et ça, c'est quand même très fort. Parce que ça nous renvoie par-delà la question de la réparation du crime commis, ça nous renvoie au fait que le tribunal nous dit mais le crime n'a jamais cessé. Parce que si le tribunal nous dit que les effets renaissent de génération en génération, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que les effets du crime ne peuvent pas. Quand bien même il serait réparé, c'est pas parce qu'il n'est pas réparé, c'est quand bien même serait-il réparé, nous dit le tribunal, que les effets préjudiciables de ce crime sont appelés à renaître à chaque génération. Ça veut dire qu'il y a une cause précise qui engendre à chaque génération les effets du crime. Qu'est-ce que cela peut bien être, si ce n'est le crime lui-même. Donc le tribunal est en train de nous dire que nous vivons un statut, nous vivons une situation dans les colonies françaises qui est une situation qui est assimilable au crime contre l'humanité qu'était l'esclavage. Et quel est donc ce crime qui est assimilable ? Eh bien, c'est la départementalisation, c'est l'assimilation. Et effectivement, moi j'ai relevé un certain nombre de définitions qui permettent de dire
que l'assimilation et la départementalisation sont, dans leurs conséquences du point de vue de la dignité humaine, assimilables à tout point de vue à un crime contre l'humanité. Mais c'est ce qui faisait dire à monsieur de Monotuka que nous sommes des affranchis et pas des citoyens. Alors, je vais lui poser la question. Est-ce que ça a un lien avec le fait que le Code noir ne soit toujours pas abrogé? Oui, absolument. Il est très important de comprendre la problématique qui nous est posée là, de la réparation sur le plan du droit. Parce qu'en effet, il s'agit de savoir est-ce que nous avons le droit à la réparation ou pas. Parce que la réparation, c'est d'abord et avant tout un droit. Et précisément, il s'agit, dans le cas d'espèce, d'un droit à réparation à titre d'être humain, puisqu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Donc il faut que le droit reconnaisse la victime comme étant un être humain pour que la victime puisse prétendre bénéficier de la réparation. Ça, c'est très important. Donc, en tant que juriste, tout naturellement, nous, en tant que, je dirais, avocat du MIR, donc avocat qui défend le droit à réparation des victimes, nous avons nécessairement eu besoin d'aller et d'analyser le droit qui nous gère afin de savoir si nous sommes reconnus ou pas comme étant des êtres humains. Parce que c'est le commencement. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu ça? Je crois que les Martiniquais ne comprennent pas bien la portée de cette parole-là, qui est violente. Quand on dit qu'on n'est pas des êtres humains, je crois que les Martiniquais croient qu'on est dans une espèce de délire. Est-ce qu'on peut leur dire Absolument. de manière plus précise ce que ça signifie? Alors, je tâcherai d'être bien plus explicite. On parle de l'esclavage. Lorsqu'on parle de l'esclavage, ça veut dire que précisément, il y a des personnes, des êtres humains qui ont été réduits à l'état d'esclavage, à l'état d'esclave, Et en l'occurrence, ce processus ne peut se réaliser que si, institutionnellement, on dénie l'humanité de ces personnes. Je veux dire qu'en fait, dire que quelqu'un est un esclave, c'est dire que cette personne n'est pas un être humain en droit. C'est dire en fait dorénavant par fiction, puisque c'est un mensonge. Quelle est la propriété de son maître? Voilà. Concrètement, c'est un être humain. Mais lorsque le législateur, celui qui fait le droit, celui qui va organiser la société, va distribuer les identités, eh bien ce législateur va dire, eh bien, ces personnes-là, en l'occurrence les nègres, les négresses, eh bien, n'auront pas une identité humaine en droit. Et par conséquent, ces personnes-là auront une identité d'esclave, parce que, et là nous sommes dans le code noir, d'esclave. Évidemment, un esclave n'est pas un être humain. De meuble, évidemment, un meuble n'est pas un être humain. Et d'affranchi. Et l'affranchi non plus, le statut d'affranchi, ne renvoie pas à un statut d'être humain. Et je vais m'expliquer immédiatement. Pour être un être humain en droit, il faut bénéficier de 3 intégrités. Je veux dire 3 dimensions qui en droit doivent être reconnues juridiquement pour que l'on soit reconnu comme étant un être humain, une personne humaine en droit. L'intégrité physique, je veux dire, un être humain composé d'un physique. Et ce physique, l'idée d'intégrité, ça veut dire qu'en fait que c'est sacré, on ne doit pas venir briser l'intégrité, l'unité de ce corps. L'intégrité psychologique ou morale, ça veut dire que psychologiquement, on ne doit pas venir en fait et jouer dans la tête de l'autre pour le désorganiser, pour l'aliéner mentalement et pour le traumatiser. Et donc, tout être humain a droit à ce bénéfice. Mais ces 2 premières intégrités ne suffisent pas pour être reconnu en droit comme étant un être humain. Pour être reconnu en droit comme étant un être humain, il y a une 3e intégrité qui est essentielle. C'est l'intégrité inhérente, l'intégrité de la dignité inhérente à la personne humaine. Ça veut dire qu'en fait, pour être un être humain, il faut que cet être qui bénéficie de l'intégrité physique et de l'intégrité psychologique ait une 3e dimension qui est la dignité humaine. Et c'est comme ça que, en fait, on reconnaît en droit un être humain. Je veux dire par là, et je vais illustrer ça ainsi, un animal. Il y a des animaux qui sont protégés. Et si on va on analyse le droit actuel, on constatera que
Les animaux peuvent bénéficier, certains animaux peuvent bénéficier du droit à l'intégrité physique et du droit à l'intégrité psychologique. Mais les animaux ne peuvent pas bénéficier du droit à l'intégrité de la dignité humaine, de ce qui est propre à l'humain. Par conséquent, le maître de l'animal, si un voisin vient et brutalise en fait son animal de manière barbare ou autre, eh bien, le maître de l'animal, le propriétaire de l'animal peut tout à fait saisir une juridiction, un tribunal et demander réparation parce que justement l'intégrité physique et psychologique de cet animal ont été brisées. Et donc, le tribunal va condamner la personne, si les conditions sont réunies, la personne qui a commis, en fait, je dirais, cette infraction consistant à briser l'intégrité physique et psychologique, en fait, de cet animal. Et donc, cette personne, le propriétaire, reçoit une certaine somme ou autre. S'agissant et c'est là, en fait, c'est très important ce que je veux dire. Dans les 3 critères, donc il nous manque le troisième. Une entité qui est celle de la dignité humaine. Et il faut comprendre en fait une chose. Vous voyez, tous les jours, en fait, quasiment, il y a les tribunaux en Martinique, à Fort-de-France, en fait, qui fonctionnent et qui condamnent devant le tribunal correctionnel des gens parce qu'en effet, ils ont été agressés ou ils ont été tués. Et donc, les héritiers viennent et demandent réparation. Et en effet, ces gens reçoivent tous les jours des indemnités financières, notamment en particulier, d'abord et avant tout d'ailleurs, pour ces infractions-là. On peut croire en fait que ces personnes reçoivent ces indemnités parce qu'elles sont considérées comme étant des personnes humaines en droit. Or, non, en l'occurrence. Je veux dire qu'ils reçoivent ces indemnités au titre de l'intégrité physique et de l'intégrité psychologique, et non pas en qualité d'être humain. On commence à constater en fait que nous ne sommes pas des êtres humains en droit. Comme je disais, l'animal peut donner droit à ces indemnités-là au titre des 2 intégrités. On peut le protéger aussi. Voilà, on peut le protéger comme l'affranchi. L'affranchi bénéficie de seulement les 2 premières intégrités. Et qui fait quoi? Qui fait qu'en effet, eh bien, rappelez-vous, à l'issue de l'abolition en 1848, eh bien, qui a reçu l'indemnité? Qui a été indemnisé? Non point je dirais les affranchis, mais bien celui qui est reconnu comme étant un être humain pleinement et entièrement, c'est-à-dire en fait les maîtres. Donc on voit bien, c'est l'application. En 2005 aussi. Oui, exactement, tout à fait. C'est l'application, c'est pour bien comprendre, pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là en fait que aujourd'hui, et c'est ce que les gens doivent comprendre, lorsque l'État français, à travers ses juridictions, refuse de nous d'appliquer notre droit à réparation au titre en fait du crime contre l'humanité, c'est parce que justement ces juridictions, donc cet État, nous nie notre qualité d'être humain, la 3e intégrité. En droit, c'est ce que ça signifie. Il faut bien comprendre ça. Qui veut dire en fait que, contrairement à ce que les gens peuvent croire, lorsqu'ils se font indemniser aujourd'hui parce qu'ils ont été agressés par le tribunal, ça n'a jamais été jusqu'à présent au titre en fait de personnes humaines. Par contre, l'État français est à l'épreuve aujourd'hui parce que là, nous avons une infraction qui nécessairement ne peut être réparée que si l'État français reconnaît tant les victimes initiales, à savoir ceux qui ont été déportés, que leurs ayants droit, leurs héritiers, à savoir nous-mêmes, sommes des personnes humaines. Et en l'occurrence, si nous sommes des personnes humaines, nous devons avoir droit à ces réparations. Comme en fait des Blancs, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ont pu bénéficier automatiquement de cette réparation à l'issue du crime contre l'humanité. Voilà. Simplement parce que ces gens bénéficiaient des 3 intégrités. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je pense que là, vous avez maintenant des éléments qui vous aident déjà à comprendre pourquoi certaines personnes qui sont des spécialistes sont dans cette sorte de combat qui consiste à essayer de nous faire entrer dans une vision de nous-mêmes qui nous réinvestit de notre humanité. Et lorsque beaucoup d'entre nous prenons position, j'allais dire de manière très désordonnée, pour dire que on ne veut pas des réparations, c'est pas nécessaire, ou alors surtout pas donner de l'argent aux nègres pour qu'on n'ait pas à se bouffer parce que les nègres avec d'autres nègres ne sont pas fiables. Eh bien, on est dans quelque chose qui est absolument trivial parce que la problématique est ailleurs. Et
j'espère que vous avez compris qu'il s'agit pour nous, en faisant reconnaître le crime dont nous sommes victimes, qu'il s'agit pour nous de nous réhabiliter dans notre humanité. Or, en nous refusant ces réparations, et vous-même, en prenant les positions qui sont souvent les vôtres, parfois très virulentes, qui consistent à refuser cette idée des réparations, vous continuez à vous inscrire dans ce déni dans lequel sont les autres, qui sont les dominants, qui sont ceux qui ont profité du crime. Vous continuez donc à vous entretenir dans le statut de meuble en quelque sorte, ou de meuble, ou d'animal qui n'a que qui n'est investi que de deux qualités et pas de la qualité humaine. Est-ce que c'est important? Il me semble que beaucoup d'entre nous avons pris l'habitude de croire que d'avoir de grosses maisons, de grosses voitures et de pouvoir parler à tort et à travers constitue une identité, nous donne le sentiment, oui, d'être pris en considération. Et je vous rappelle que dans le monde entier, le peuple noir subit les mêmes affronts, qu'il est partout victime du même racisme, du même déni d'humanité, et que ce que veulent aujourd'hui les gens du monde entier, c'est s'emparer de son continent et de son travail gratuitement pour continuer à justement utiliser ce qui est à lui sans lui. Alors il est très important que vous suiviez bien l'analyse de nos spécialistes qui vous donnent des clés pour que désormais vous soyez dans des postures plus attentives et surtout que vous vous remettiez au centre du questionnement. Qui est-ce que je suis? Quand vous savez que les colons ont été indemnisés et que les esclaves qui ont travaillé 2 siècles et demi gratuitement ne l'ont pas été et qu'aujourd'hui le combat qui consiste à faire en sorte que ce travail soit réparé, quand vous le voyez, ça ne vous inspire pas un sentiment de profonde injustice? Pourquoi les uns et pas les autres? Et on va voir avec la loi de 2005, c'est encore les colons qui sont indemnisés et pas les colonisés. Alors, quand vous prenez position, M. Malsa parlait tout à l'heure du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire cette espèce de soumission animale que nous avons au maître. Eh bien, réfléchissons un petit peu. Après 3 siècles et demi de lavage de cerveau, c'est vrai que nous avons peut-être des raisons de nous sentir un petit peu animal, tout en croyant que nous sommes humains. Mais là, nous avons des spécialistes qui nous disent que notre humanité, ou plutôt que le combat qui doit nous animer, nous occuper actuellement et qui est absolument important, c'est celui de nous rétablir dans notre humanité et d'éviter justement toutes les manipulations idéologiques qui nous font croire que réparer, c'est juste vouloir de l'argent. Non, au centre de cette problématique, il y a le fait que nous devons afficher ou dire au monde, crier au monde notre humanité qui n'est pas reconnue. Je vous rappelle que le racisme et les discriminations que subissent les nôtres partout dans le monde sont la séquelle directe de l'esclavage colonial et que nous n'en sommes pas sortis. Voilà. Alors, on va écouter d'autres spécialistes qui vont, notamment tout à l'heure, M. Tin qui va nous dire, dont on va parler du livre, qui va nous dire un peu justement ce qui a été évoqué par nos deux spécialistes juristes, puisque vous le traitez très bien dans ce petit ouvrage. Mais avant, est-ce qu'on peut demander à M. Bicep sur la question européenne, la vision européenne de cette problématique? En fait, c'est assez simple. Hein. La vision européenne de cette problématique est inexistante. Voilà. Donc, c'est très, très simple. Moi, en tant que député européen au Parlement européen, j'ai essayé justement d'amorcer un débat sur la question de la réparation et les réponses que j'ai reçues sont des réponses c'est plutôt des faits de non-recevoir. Quelques collègues ont été sensibles à ces questions de réparation, mais la déclaration écrite que j'avais déposée sur le Parlement européen
pour que cela devienne une position officielle du Parlement européen n'a été signé que par 117 députés, alors qu'il en fallait 378 pour qu'elle soit adoptée. Donc le chemin qui reste à parcourir est très grand. Il faut comprendre que dans une interview que j'ai donnée, je disais que toute l'Europe avait une dette pour les afro-descendants et que toute l'Europe, effectivement, devait réparer, et pas seulement, comme on pourrait le croire, uniquement les pays qui ont effectivement fait la colonisation et été les fers de lance de la colonisation. Pourquoi? Parce que dans le système économique de l'époque, les pays effectivement qui ont bénéficié directement de la colonisation ont aussi, dans l'entraînement économique que ça a entraîné, puisqu'il faut comprendre que la colonisation a permis de financer le début de la révolution industrielle européenne. Oui. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que c'est toute l'Europe qui a une dette pour les afrodescendants. Mais aujourd'hui, c'est bien établi. Oui, aujourd'hui, intellectuellement, on peut dire que certaines personnes le comprennent. Mais lorsque vous voyez comment aujourd'hui dans l'Europe sont traités certains élus, je veux parler de Cécile Nyangé en Italie, ou Christiane Taubira en France, ou même toutes les lettres d'insultes que moi j'ai reçues au Parlement européen, on voit bien que cette question cristallise. Elle se cristallise pourquoi? Parce que certains ont bien compris l'enjeu économique que c'est. Et cet enjeu économique, il est énorme. C'est-à-dire que les sommes pour effectivement faire la réparation, elles sont conséquentes. Il y a tous les pays qui sont devenus indépendants. Mais à l'instar de ce qu'on a vu avec les pays du CARICOM qui aujourd'hui réclament réparation, on voit bien qu'il y a là un vrai plan à mettre en place pour que justement ces pays se sont rendus compte que en obtenant leur indépendance, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose de fondamental parce qu'on leur a donné l'indépendance avec des pays où on avait déjà pris une bonne partie de leur richesse et après on leur dit mais maintenant messieurs gérez la misère et nous retirons et on vous laisse, alors que effectivement ces territoires ont contribué à la richesse européenne. Alors il faut effectivement, pour permettre à ces pays de repartir et de partir du bon pied, il aurait fallu qu'on leur redonne tout ce qu'on leur avait pris durant les 3 siècles précédents. C'est très simple. Quelqu'un arrive chez vous, vous ne l'avez pas invité, mais il arrive, il s'installe chez vous. Il reste, disons, 3 mois. Durant 3 mois, il prend tout ce que vous avez chez vous. Et après 3 mois, il s'en va. Et vous dit maintenant, vous gérez. Mais en réalité, il vous a approuvé. Il s'en va ou il s'en va pas? Il s'en va ou il s'en va pas. Mais en réalité, il vous a appauvri. Oui, bien sûr, absolument. Mais et après, il ne peut pas vous dire qu'il vous doit rien. Pour nos téléspectateurs, par exemple, parce que pour moi, le souci, c'est celui-ci. C'est comment faire nos téléspectateurs dépasser la barrière de l'émotion. Parce que quand ils en parlent, ils sont dans une colère et puis c'est anti-nègre, c'est anti-soi-même. C'est d'une grande violence. Comment les faire entrer dans une vision de la problématique qui est justement celle de toutes les richesses. Mais vous parlez de richesses économiques, mais nous, en sciences sociales, on s'occupe beaucoup des richesses symboliques. Vous savez, ce que nous appelons la construction de la blanchité, eh bien, le blanc s'est construit en race supérieure qui bénéficie dans le monde entier de privilèges qui le précèdent, qui sont construits justement sur le
le fait de s'être construit contre, enfin, j'allais presque dire, contre l'humanité du noir. C'est-à-dire en s'abordant cette humanité noire, le blanc s'est institué et s'est institué en être supérieur et on parle aujourd'hui beaucoup des privilèges invisibles des blancs. Parce que quand nos compatriotes disent il suffit de travailler, il suffit d'être volontariste pour réussir, eh bien, quelle que soit leur entreprise, ils se retrouvent à des moments de leur parcours, de leur trajectoire bloqués, sans vouloir regarder l'institution justement de ces privilèges qui permettent que les Blancs soient toujours avantagés dans les situations de concurrence et de compétition face aux Noirs. Donc ça, ce sont aussi des privilèges qui entrent en ligne de compte et qui font partie de la stratégie, la demande de réparation. Donc nous, on a le souci d'expliquer à nos compatriotes. Oui, bien entendu, il y a la question de la déconstruction des représentations. Et la question de la déconstruction des représentations, c'est une question qu'il faut véritablement travailler au travers des universités populaires pour justement que la population comprenne de manière froide, intellectuelle, qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'émotif, de quelque chose de passionnel, mais qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut qu'ils déconstruisent et qu'ils réapprennent à apprendre. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que tout ce qu'on leur a appris jusqu'à maintenant était fait à partir de mensonges et d'un a posteriori, d'un a priori justement, qui était un a priori qui les infériorisait. Ils étaient infériorisés. Pourquoi? Parce que celui qui domine a besoin que celui qui est dominé soit dans une situation de soumission. Et il faut absolument que justement qu'on fasse ce travail de pédagogie. Il y a tout un travail de pédagogie à faire. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, on reste à ça. Vous avez entendu une série d'interventions et la question reste posée. Celle de notre humanité, de notre foncière humanité, celle de notre dépendance par rapport, à travers le syndrome de Stockholm, notre dépendance par rapport à ceux qui nous ont colonisés et esclavagisés, et la question de notre intelligence. Ces questionnements-là font appel à notre intelligence. Comment nous positionnons-nous face à ces problématiques? Et surtout, comment comprenez-vous que les colonisateurs aient été dédommagés, réparés, et pas les esclavagés? Est-ce que ça veut vraiment dire que vous acceptez l'idée de manière totale, l'idée que vous ne faites pas partie de l'humanité et que vous n'êtes pas digne d'être réparé? Ça, c'est une question que je vous pose et que je vous demande de poser autour de vous, parce qu'il faut une fois pour toutes, commencer à poser ces problématiques-là à l'endroit et non pas dans tous les sens, tous azimuts, comme nous le faisons dans nos médias notamment. Alors maintenant, nous avons vu, je vous ai montré tout à l'heure, le petit ouvrage écrit par monsieur Georges Tin, qui est donc de passage à la Martinique et qui va nous faire donc le plaisir de nous expliquer, parce que ce petit ouvrage est très didactique. Et voilà, si vous n'avez pas le temps de lire les ouvrages que je vous ai conseillé, et il faudra quand même le faire pour vous autoriser à en parler de manière savante et non pas n'importe comment, pas comme tu peut-être, comme on dit chez nous, eh bien, il faut commencer à lire, s'informer. Et donc, ce petit ouvrage, c'est une bonne base pour ceux qui sont dans cette démarche de vouloir comprendre et surtout, par rapport à ce que nous expliquait Maître de Monotuka, de nous réinvestir de cette dimension de notre humanité dont nous ne sommes pas encore investis. Rappelez-vous, le Code noir n'est pas encore abrogé. Alors, Monsieur Tin, vous allez nous dire, parce que Maître Duhamel nous expliquait justement la désubstantialisation de la loi de 2001. Vous avez fait donc une petite... je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire tout l'ouvrage, mais j'en ai vu assez pour les questions que j'ai à vous poser. Vous avez, dans votre introduction, que vous avez appelée réparation versus repentance, vous retracez un petit peu l'historique de la problématique, notamment ces histoires, l'histoire les deux postures qui
sont reflétés à travers la loi 2005 qui a été privée de son article 2001, privée de son article 5, et la loi de 2005 qui reprend la problématique pour pour traiter le cas des colonisateurs et pas des colonisés. Est-ce que vous voulez bien donc revenir sur tout ça? Oui, c'est vrai qu'il y a là deux lois qu'il faut regarder en miroir. Donc la loi du 10 mai 2001, la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité. Et puis, 4 ans plus tard, le 23 février 2005, une loi tout à fait semblable mais à l'envers, dit que la colonisation était positive et que finalement, il faut donner des réparations à ceux qui l'ont mise en place. C'est-à-dire les rapatriés d'Algérie, du Maroc, etc. Et même pour les anciens de l'OAS, l'organisation terroriste, qui même à l'époque avait fait un attentat contre le général de Gaulle, qui lui, à un moment, avait fini par consentir à l'indépendance. Donc ces deux lois sont des lois tout à fait en miroir, puisque d'un côté, on dit l'esclavage est un crime contre l'humanité, d'accord, mais il ne faut pas de réparation pour les victimes. Et de l'autre côté, on dit la colonisation était une chose positive, et donc il faut des réparations pour ceux qui ont été à l'œuvre dans cette histoire coloniale. Et donc on voit très bien que la question coloniale en France n'est pas morte. Cet esprit colonialiste, il est là. La loi du 23 février 2005, elle a été approuvée selon un sondage par 63% des Français, aussi bien de droite que de gauche. C'est quand même consternant parce qu'en gros, quand on interroge les Français, ils vous disent le racisme c'est pas bien. Alors, est-ce qu'ils le pensent sincèrement? Mais en tout cas, le politiquement correct impose de dire le racisme c'est pas bien, mais derrière les gens vous disent le colonialisme en revanche c'est positif. Or qu'est-ce que c'est que le colonialisme si ce n'est la mise en place d'un racisme d'État sur un autre État? Parce que de quel droit allez-vous coloniser un autre pays si ce n'est en disant les gens qui sont là sont inférieurs, donc je vais pouvoir les coloniser. Donc, et je m'installe chez eux, et je leur prends toute leur richesse. Et quand je fais croire que je repars, je reviens d'une autre façon. Bien sûr. Donc on vous dit bien sûr le racisme c'est pas bien, mais le colonialisme qui est une forme, j'allais dire hyperbolique du racisme, le colonialisme est soutenu, pratiqué, même pas de génération en génération, d'année en année. Il faut quand même remarquer. Mais vous dites donc dans cet article-là sur les effets positifs de la colonisation, notamment quand Carl Césaire s'était soulevé, insurgé, pardon. Vous parlez de la comment dire ça, des réparations qui sont accordées ou reconnues aux colons, notamment d'Algérie, c'est ça? Absolument, il faut lire la loi du 23 février jusqu'au bout. On a beaucoup cité l'article qui parlait du rôle positif de la colonisation, mais derrière, vous avez encore 10 autres articles qui parlent de réparation morale, symbolique, financière, etc. pour les anciens d'Algérie, du Maroc, d'Afrique du Nord, des musées qui ont été faits pour eux. Et donc, ça revient à considérer... Comme pour nous, les colonies françaises, ce sont les colons qui ont reçu des indemnités après... Oui, parce qu'on considère que dans l'histoire coloniale, les victimes, c'est les colons. Ce sont les colons. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils ont été chassés d'Algérie, et donc ils sont rentrés malheureux. Donc il faut leur donner un dédommagement après tout le bien qu'ils auraient fait à l'Afrique du Nord. Donc, quand nous parlons de cette mentalité coloniale, nous ne parlons pas de choses qui seraient d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. On parle de choses qui demeurent aujourd'hui encore, qui étaient votées même par l'Assemblée nationale en 2005 et qui sont l'état d'esprit d'une majorité de Français. C'est quand même extrêmement grave. Monsieur, par exemple, Montebourg, le ministre du redressement productif, aujourd'hui ministre de l'économie, a lancé depuis 2 ans un logiciel Colbert 2.0. Il a mis en place un certain nombre de visuels pour aider l'entreprise française en célébrant Colbert. Et même le bâtiment dans lequel il s'est installé à Bercy s'appelle L. Colbert. Nous sommes allés le voir en disant, écoutez, c'est quand même hallucinant que vous puissiez faire l'éloge de celui qui a écrit le Code Noir. Et il nous dit, ce n'est pas le Code Noir, l'auteur du Code Noir que je célèbre, c'est l'auteur, celui qui a redressé l'économie. On dit, mais comment a-t-il redressé l'économie de la France, si ce n'est par l'esclavage? Par l'esclavage, tout à fait. Donc moi je veux bien à ce moment-là, faisons pourquoi pas l'hôtel Hitler, parce que Hitler a redressé l'économie allemande entre 1929 et 1939. Pourquoi pas les rôles positifs des crimes contre l'humanité, allons-y gaiement. Donc vous voyez, y compris à gauche, on a des mentalités colonialistes extrêmes qui ne sont pas... Mais il n'y a pas deux mentalités. Quand il s'agit de l'outre-mer, entre guillemets, il n'y a pas deux mentalités. Il y a les Français et puis les colonisés. Maintenant,
Sur cet article qui nous intéresse beaucoup, l'article 5 qui a disparu de la loi de Taubira, est-ce qu'on peut y rester pour que nos téléspectateurs comprennent un petit peu ce qui s'est passé d'une loi qui avait prévu les réparations, mais qui les a perdues en cours de route? C'est vrai, la loi Taubira prévoyait deux choses. D'une part, la reconnaissance du crime contre l'humanité, et d'autre part ensuite, la réparation, ce qui est logique. Sinon, ça devient un crime parfait. Voilà. Et même un crime plus que parfait, puisqu'il n'y a eu de compensation que pour les criminels. Donc la loi Taubira, de manière logique, avait prévu des réparations et le Conseil d'État avait été chargé d'étudier les modalités. Malheureusement, en commission des lois, cela a été écarté. Monsieur Strauss-Kahn avait dit que c'était trop compliqué, Madame Guigaud a dit que c'était trop cher, et finalement ça a été écarté. Et c'est ainsi que la loi décapitée a été approuvée à l'Assemblée nationale. Oui. Mais une loi qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Voilà, les conséquences pour nous, concrètement? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans la stupéfaction face à une loi qui consacre le crime parfait. Voilà. On célèbre le crime parfait. Quand M. Hollande, par exemple, célèbre le 10 mai cette année en rendant hommage au peuple haïtien, tout en refusant de rendre au peuple haïtien la rançon qui a été imposée. Je rappelle, c'est l'équivalent de 21 milliards de dollars que Haïti a payé de 1825 à 1946 pour dédommager les planteurs. Et c'est la Caisse des dépôts et consignations qui existait à l'époque et qui existe encore, qui a encaissé cet argent. Et donc la France, bien sûr, refuse de rendre cet argent. Nous avons même assigné l'État français en faisant un peu comme le MIR, qui déjà en 2005 avait assigné l'État français. Et M. Hollande, le 10 mai 2014, il y a quelques jours, rend hommage à Haïti, puisqu'on célèbre le 210e anniversaire, et dit Haïti, c'est formidable, l'indépendance. En d'autres termes, le bourreau célèbre la victime. Oui. C'est-à-dire, on vous exploitait, on vous a rançonné, on vous rend pas de votre argent, vous êtes formidable. Mais comment expliquer que donc nous on continue à s'appuyer ou à faire confiance à une loi qui est, comme vous dites, approuvée et mutilée, donc qui n'a pas de substance, puisque reconnaître un crime et ne pas vouloir le réparer, c'est ce que vous dites, c'est une loi qui a été décapitée. Comment expliquez-vous? Enfin, si ça n'est pas que vous n'expliquez pas, vous dites qu'il y a eu une sorte de conspiration du silence des deux côtés, enfin de tous côtés, de ceux qui ont bien compris ce qui s'est passé et de ceux qui ont probablement fait ce qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, comment expliquer que nous, aujourd'hui, nous continuons à référer à cette loi ou à en référer à cette loi comme si elle avait véritablement établi quelque chose dans nos destinées ou changé quelque chose à nos destinées par rapport au fait que nous n'avons pas de statut, que notre statut d'humanité, d'êtres humains n'est pas encore établi, enfin voilà, un état de fait établi, reconnu. Alors c'est vrai qu'il y a un grand problème. Il faut remettre la loi Taubira sur le tapis parce que on voit qu'elle est de moins en moins utile. Oui. Et on voit des gens qui célèbrent la loi Taubira qui sont aussi racistes que tous les autres. Et moi je dis célébrer c'est bien, réparer c'est mieux. Et quand celui qui célèbre et celui qui justement a causé le tort et refuse la réparation, cela devient un contresens. Est-ce que vraiment M. Hollande a la dignité requise aujourd'hui, je le dis d'une manière très grave, pour célébrer le 10 mai? J'irai même un peu plus loin, excusez-moi, mais vous savez, un crime contre l'humanité devient un crime parfait lorsqu'il y a la collaboration de deux groupes. Ceux qui organisent le crime et ceux qui organisent l'impunité des criminels. Eh bien, lorsqu'on organise l'impunité du criminel, on est par conséquent coupable de complicité de crimes contre l'humanité. On le voit très bien dans l'exemple des gouvernements turcs qui, après le génocide des Arméniens, n'ont cessé, bien sûr, de protéger leurs prédécesseurs. Et le temps ne fait rien à l'affaire. Alors, cela dit, aujourd'hui, la chose évolue. Il y a les convois depuis bientôt 15 ans qui ont fait un travail formidable. Nous avons fait un sondage IFOP l'année dernière qui montre que 63% des Domiens sont favorables à la réparation. Et ça, je crois qu'il faut le dire parce que moi, je rencontre tous les gens... Sur le sol hexagonal, c'est ça? C'est-à-dire qu'on a fait le sondage en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Et selon IFOP, l'Institut de sondage le plus vieux en France, 63% des habitants d'outre-mer sont favorables à la réparation. Et il faut le répéter parce que moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent, vous savez, moi, je suis pour la réparation, mais comme tout le monde est contre, ça ne marche pas. Et puis le voisin dit la même chose. Et le troisième dit la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'autorise pas
à dire qu'on est pour la réparation, mais les gens sont pour. Ils n'osent pas le dire, ils ont peur de le penser, ils ont l'impression que le ciel va leur tomber sur la tête s'ils avouent qu'ils sont pour la justice. C'est la pression du consensus aussi. Exactement, bien sûr. Il y a une sorte de climat moral, voilà. Mais je crois que, au fond, ce climat de peur a explosé depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, les gens disent les choses comme elles sont, calmement d'ailleurs. C'est-à-dire que la réparation est synonyme de justice. Il n'y a pas de justice sans réparation et qu'il faut que cela se fasse. Et dans ce livre, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a une histoire de la réparation. Absolument. On ne s'est pas levé hier matin avec une idée en tombant au saut du lit. À vrai dire, l'idée de réparation est aussi vieille que l'esclavage lui-même. Oui, alors vous en parlez en France. L'esclavage, il demandait deux choses. Haïti, aux États-Unis, sur le plan international, et puis vous traitez en dernier le droit parce que les esclaves ont demandé toujours deux choses. Liberté, bien sûr, et justice. Alors la liberté, ils se sont battus pour l'arracher. La justice, ils se sont battus, l'ont obtenu dans quelques cas, pas très nombreux, j'avoue, et c'est ce combat qu'on continue. Et certains disaient, on m'a déporté depuis l'Afrique, ramenez-moi chez moi en Afrique. C'est l'origine du mouvement Back to Africa. D'autres disaient, mais puisque j'ai travaillé pendant des années sur ces terres, elle m'appartient, je demande un lopin de terre, c'est le début de la réforme agraire. D'autres disaient, je suis vieux, déjà à 30 ans, j'ai besoin d'une retraite. À l'époque, les retraites n'existaient pas, c'était une réparation. D'autres disaient, je suis jeune, j'ai besoin d'une bourse pour étudier, c'était une réparation. D'autres disaient, j'ai perdu ma famille dans le passage du milieu, je demande qu'on mette une stèle, c'était des mémoriaux. Bref, il y a mille et une façons de réparer et on peut imaginer toutes sortes de solutions. La seule chose que je ne peux pas imaginer, c'est qu'on soit contre la réparation, c'est-à-dire contre la justice. Donc il faut expliquer peut-être que cette sorte de propagande que nous avons dans certains de nos médias est peut-être organisée d'une certaine façon. Alors, on va demander à M. Malsa et à Mme Valentin de nous dire s'ils ont effectivement ce sentiment, puisque vous avez avancé un chiffre. Tout à l'heure, j'aurais voulu que vous nous parliez aussi de ce qui s'est passé à Durban, parce que ça, c'était quand même une sorte au niveau de l'avancée sur le plan international de cette démarche concernant les réparations. Il y a quand même eu un durcissement de la position des Occidentaux. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce durcissement. En même temps, il y a eu une mobilisation internationale qu'on a voulu stopper, mais qui a quand même continué. Alors, Durban 2001, qu'est-ce que c'est ? C'est une conférence organisée sous l'égide des Nations Unies en Afrique du Sud sur les questions de racisme et de colonisation. Et à cette occasion, bien naturellement, quantité de gens des pays du Sud ont posé sur la table la question des réparations, qui a posé une grande frayeur, mais il y avait là des gens comme Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, et des représentants d'États africains ou des Caraïbes. Et même s'il y a eu une contre-offensive très forte des pays européens, malgré tout, il y a eu des avancées. D'ailleurs, la CARICOM, bien entendu, poursuit ce travail. À l'unanimité, les chefs d'État de la CARICOM, et à laquelle est associé le MIR, de fait, et le Comité national des réparations, ont demandé réparation. J'ai appris récemment que le Suriname a déjà envoyé sa demande de réparation aux Pays-Bas. L'Union africaine, à l'heure où je vous parle, est en train de débattre des réparations. Il y a un rapport qui a été écrit, qui n'est pas encore public, mais qui est en train d'être amendé. Et en 2016, il y aura une conférence mondiale sur les réparations dans le contexte de l'Union africaine. Je rappelle quand même qu'en 2013, M. Cameron, le Premier ministre britannique, a payé des réparations au Kenya, qu'il y a quelques années, l'Italie a payé des réparations à la Libye, que les États-Unis ont payé des réparations aux Japonais américains qui avaient été internés dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale, que le Canada a payé des réparations aux Amérindiens pour un dommage qui est d'ailleurs bien antérieur à l'esclavage. Et donc je ne vois pas pourquoi nous serions les seuls à devoir être privés de réparations et en plus être contents. Il faudrait être cocu et battu. Il y a une question, c'est intéressant parce que Maître Duhamel disait qu'on considère d'une certaine façon un peu à l'envers que départementalisation et assimilation sont les réparations de la France. Donc on va revenir là-dessus. Pour M. Malsa et Mme Valentin, est-ce que vous avez ce sentiment effectivement que l'idée des réparations pénètre de plus en plus dans la population et puis que ça débouche sur... C'est pas seulement adhérer à l'idée, mais est-ce qu'on est prêt à cette démarche collective ? Eh bien, c'est-à-dire que c'est peut-être pas un sentiment vraiment que l'on a, puisque si on écoute un petit peu les réactions de ci, de là, on se rend compte que les gens n'ont pas envie vraiment d'entrer dans cette dynamique parce qu'il y a une peur. Je pense que cette peur fait justement cette résistance parce qu'on se dit...
on va affronter. On va affronter un système, on va affronter des gens. Alors restons dans le calme parce que tout compte fait, ce sont des anciennes histoires et automatiquement, on va plus remuer la plaie qu'autre chose. Mais justement, je veux revenir sur cette question, c'est la question de la dignité humaine, mais aussi sur la question du statut que nous avons, du statut de département français qui serait, selon la vision de l'État français, la réparation qui nous avait été donnée et de nos élites, c'est-à-dire que en tant que département français, nous jouissons de tous les droits de l'homme, liberté, égalité et fraternité. Et nous savons bien que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce qui veut donc dire que se pose le problème de la décolonisation de la Martinique. Parce que justement, comme le disait Maître Duhamel, si effectivement la loi l'article de la loi dit que ce crime devrait, donc c'est parce qu'il se perpétue tout compte fait qu'on ne peut pas rentrer dans les réparations. Il faut savoir que toute réparation, généralement, demande l'arrêt du crime. Et dans le cas de la Martinique, l'arrêt du crime n'est pas encore posé, puisque nous sommes encore... reconnaissance est la reconnaissance, le crime est encore là, puisque nous sommes encore colonisés, et la colonisation est un crime contre l'humanité, non seulement la colonisation et tous ses corollaires, parce qu'il faut bien comprendre que colonisation, esclavagisme, créolisation, tout cela fait partie de ce crime contre l'humanité. L'esclavage, tout ceci fait partie du crime contre l'humanité. Donc on ne peut pas dissocier la colonisation de l'esclavage, de la créolisation et nous dire qu'aujourd'hui, vous avez été réparés, vous êtes devenus des Français, de bons Français, et qu'on nous dise effectivement la question est réglée. Donc il faut bien comprendre que la question de l'humanité qui est posée ici, de cette reconnaissance de notre humanité, veut que l'assimilation ne peut pas être la solution qu'il nous faut, pour la bonne raison que nous savons bien que lorsque 2 personnes ou 3 personnes sont réunis quelque part, ils produisent de la civilisation, ils produisent de l'humanité, ils produisent aussi de la société. Et si on nous dit intégrez-vous, assimilez-vous à une autre société, ça veut dire qu'on vous dénie cette capacité que vous avez en tant qu'être humain à faire de la société, à faire de la civilisation. Voilà. Ça veut dire aussi que, pour rebondir sur la question de Maître Monotuka, est-ce qu'on aura cette humanité reconnue si effectivement nous sommes empêchés de vivre dans les traits d'une culture qui est la nôtre, parce que assimiler et aliéner, etc., c'est bien nous dire vous n'avez pas de culture, puisqu'on a pris soin de nous enlever l'idée que nous appartenions à une civilisation, donc nous enlever toute culture et nous socialiser dans une culture qui n'a rien à voir avec ce que nous étions et qui nous force justement, qui laisse beaucoup des nôtres sur le carreau, parce que la question de l'échec scolaire nous montre aujourd'hui que les jeunes, surtout les jeunes garçons noirs, sont ceux-là qui pâtissent le plus de ce système parce qu'ils n'adhèrent pas à ces programmes, ils n'ont pas leur place. Juste avant, Monsieur Garsamassa, est-ce que vous voulez nous dire, vous, en tant que citoyen lambda, qu'est-ce que vous entendez de tout ce que nous disons là? Pour moi, c'est très essentiel. En fait, la réparation est vraiment essentielle pour vraiment avancer, parce qu'au fond, c'est comme si on disait à quelqu'un, vous êtes victime, mais c'est pas un problème, vous pouvez avancer quand même. Donc au fond, là, en Martinique, on est un petit peu à ce stade-là. Moi, je suis artiste peintre et je vois que finalement, quand on parle de réparation, ça a l'air d'être un sujet tabou. Faut même pas en parler, parce que c'est tout de suite comme si on vous dit, écoutez, je comprends pas pourquoi vous demandez réparation. Vous avez les mêmes droits qu'en France, tout va bien, en fait, puisqu'on roule, on vit finalement au même stade qu'en France, avec on va dire, tout ce qui serait vraiment essentiel pour une société, mais c'est seulement l'apparence. Il faut qu'on se rende compte que c'est l'apparence. On vit beaucoup avec beaucoup d'apparence. C'est une petite composante de notre population qui profite vraiment. Et voilà, je pense que c'est celle-là qui est la plus résistante à voir se produire du changement dans nos sociétés. Et je trouve que c'est la dimension la plus inégalitaire de notre fonctionnement. Notre population souffre très largement de ce système, mais il y a en place une élite qui en tire du profit. Et je pense que c'est pour cela que les résistances sont si fortes, au-delà du fait que le sujet est tabou. Je veux dire surtout aussi, tant qu'on ne va pas accepter
notre passé, on aura vraiment du mal à accepter la réparation. Parce qu'il faut vraiment essentiellement accepter notre passé et puis vivre avec, parce qu'il faut savoir le regarder en face pour vraiment vivre avec. Moi, en tant qu'artiste, je regarde en face ce qui s'est passé en fait avant nous, et c'est parce que je regarde en face que maintenant je peux avancer. Il faut arrêter d'avancer en regardant en arrière. On peut avancer qu'en regardant en devant. Oui, mais en étant investi de sa civilisation, de sa culture, de son histoire. Voilà. Monsieur Massa, et puis après, on va écouter nos juristes pour rebondir sur tout ça, et puis éventuellement, parce que l'émission l'heure passe très très vite, et éventuellement ouvrir des perspectives. D'accord, Monsieur Malsa? Oui, en tant que citoyen martiniquais, en tant que politique, le débat que nous vivons actuellement me rappelle drôlement ce que nous avons vécu dans les années 70 quand on voulait reconnaître le 22 mai chômé férié. Il y avait dans l'élite politique en Martinique et dans l'élite même de l'économie martiniquaise et même au-delà, des gens qui pensaient que les nègres marrons, c'était des gens dangereux de l'époque qui brûlaient les habitations, qui avaient fait du tort, et qu'en fait il fallait rester dans l'esclavage. Je ne vais pas citer ces hommes politiques de l'époque. C'était tout un combat que nous avions mené pour faire reconnaître le 22 mai chômé férié. Aujourd'hui, nous sommes dans cette même situation. On entend des abominations. Quelqu'un qui disait la semaine dernière, alors que j'étais sur une radio, oui, la réparation c'est bon pour les gens de Sainte-Lucie, les gens de Saint-Domingue, les gens de la Dominique, les gens de tous ces Africains déportés rendus esclaves qui habitent Barbate, Trinidad, etc. Mais pour nous, non, c'est pas bon. Nous ne méritons pas réparation parce que nous sommes ce que disaient déjà Monotouka et Marie tout à l'heure, quoi. Nous sommes tellement assimilés, nous sommes tellement déjà réglés, quoi, comme les bons Français, les bons Européens, parce que en fait, le modèle phare, la référence, c'est le modèle européen. La référence, c'est le blanc. La référence, c'est l'Occident. Alors, comme on se base sur cette référence occidentale, cette référence blanche, mais on n'a besoin de rien. Il faut absolument se battre pour Haïti. Il faut se battre pour demander réparation pour Barbade, etc. En fait, eh bien, c'est totalement le contraire. Et Valentin l'a dit tout à l'heure, et Milka, quand on regarde bien, si on se bat pour la réparation, on se bat en même temps pour la reconnaissance de l'homme de façon intégrale, de l'être humain, ce qui a été dit. On se bat à notre niveau pour la décolonisation. Il ne peut pas y avoir... Est-ce que vous avez l'impression vraiment que dans la population, cette idée a fait son chemin et qu'on peut dire, à partir des statistiques... Ça avance. Je ne suis pas tellement d'accord avec Milka de ce point de vue-là. Ça avance parce qu'il y a des intellectuels qui sont dérangés aujourd'hui, qui se cachent aujourd'hui, qui se camouflent en quelque part. Je les connais, ils m'entendent parler, ils savent de qui je parle. Ils vont dans les habitations, ils vont voir le maître en permanence, ils vont sous le gilet du maître se cacher. Le 22 mai, ils seront avec le maître. Mais l'année prochaine, ils ne seront plus avec le maître. Parce qu'ils savent que nous avons déjà gagné ce combat. Ils savent que c'est sûr et certain. À partir du moment où leur maître au plus haut niveau de l'État parle de réparation, je vais parler du chef de l'État. Il en parle. S'il en parle, c'est que lui aussi, il est dérangé. Tu l'as déjà dérangé, Maryse l'a déjà dérangé. Les avocats martiniquais ont déjà dérangé le maître. Mais Monsieur Ten, ils ont déjà attaqué le maître au plus haut niveau, et ça, c'est très important. Et c'est là où nous avons eu raison d'utiliser la loi Taubira. Montrer qu'effectivement, oui, c'est une coquille vide. Mais une coquille vide, effectivement, pas si vide que ça, on peut, justement, ils vont démontrer, on peut aller très loin. D'accord. Et effectivement, ils ont débusqué ceux qui pouvaient être débusqués. Jamais les parlementaires français n'auraient accepté de voter cette loi s'ils avaient su un jour qu'il y aurait eu quelques nègres qui auraient utilisé la loi pour les débusquer. C'est ça la réalité aujourd'hui.
vous les avez débusqués. Mais ils avaient C'est ça, le déjà problème. enlevé Je crois que c'est très l'article 5, important, hein. effectivement, ce que dit Garcin. C'est très important. Les avancées, elles sont très importantes. On s'en rend pas compte. Et beaucoup de gens ne s'autorisent pas à être pour les réparations parce qu'ils se disent ça n'avancera jamais. n'avance Et d'ailleurs, pas. ça n'avance pas. Mais c'est le contraire. Je dis ouvrez les yeux. Non seulement sur l'univers caribéen, africain, européen, mais même dans notre pays. Écoutez, toute cette campagne qui a été menée depuis ici, depuis l'Hexagone, aujourd'hui, nous avions lancé un appel dans le monde, par exemple, en octobre 2012. Eh bien, il a été signé, alors bien sûr, par des gens comme Jean-Jacob Bicep, mais à la limite, c'est pas étonnant, mais y compris par le Parti communiste, par les Verts, par le syndicat de la magistrature. On parle de justice, c'est quand même important. Par des mouvements comme la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par des associations comme SOS Racisme et la LICRA, des associations juives qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain-là parce que les gens aujourd'hui disent on n'a plus le choix. Il faut aujourd'hui rendre justice. Il y a une colère noire qui peut exploser, qui est légitime. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette justice. Mais il faudrait que nous soyons nous, à la tête de nos revendications. Je ne vais pas être plus long. Non, parce que l'heure approche, il je faut vais qu'on donner la entende. parole parce que ce sont les juristes. Ce que je veux dire, l'enjeu est essentiel aujourd'hui. Il est fondamental. Nous savons qu'il y a eu la plupart des pays aujourd'hui qui étaient dits sous-développés hier, qui sont encore pour certains d'entre eux sous-développés, mais qui sont aussi des pays émergents, sont en train de poser le problème comme tel, comme nous. À savoir effectivement obliger les États esclavagistes de l'époque à réparer. Donc nous avons ouvert la brèche, nous avons utilisé la loi. Et sur cette loi, je disais qu'effectivement, les Français sont tellement méprisants vis-à-vis de nous. Ce sont les plus méprisants. Ils ont inventé le code noir. Ils ont jusqu'à inventer d'autres aussi. En votant cette loi, ils se sont dit, ces nègres-là, jamais ils vont pouvoir s'appuyer sur ça pour effectivement nous débusquer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je vais laisser la parole aux juristes qui vont pouvoir en parler mieux que moi, parce que je pense que c'est très important. Merci. Allez-y. Oui. Alors, je voudrais revenir en fait, en effet, sur l'aspect juridique en fait du débat. Il n'est pas vrai que la loi du 21 mai 2001 est une coquille vide. Il n'est pas vrai en droit que cette loi ne vaut rien. Bien au contraire. Ne confondez pas. Même en ayant perdu son article 5. Oui, mais qu'importe, l'article 5 n'est pas l'article. Elle reconnaissait les n'est pas l'article déterminant et ne pourra être. C'est peut-être ça qui est plus intéressant, parce que si l'article 5 était là, on n'aurait jamais mené le combat pour la réparation. L'article 5 n'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est l'article qui reconnaît que l'esclavage et la traite est un crime contre l'humanité. C'est ce qui est déterminant. Et c'est ce qui implique, par conséquent, la réparation pour les victimes. Et ce droit à la réparation est déjà dans le corpus juridique français. Donc il n'y a pas de difficulté. Pour le juriste que nous sommes, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ceux qui, de loin, et qui ne maîtrisent pas la science juridique, comprennent. Eh bien, ils confondent le discours politique, idéologique, l'autoritarisme de certains juges ou de certaines juridictions qui en fait s'autorisent en fait à se mettre hors la loi. Comme en fait la Cour de cassation, les juges de la Cour de cassation, dans leur arrêt du 5 février 2013, ont décidé volontairement de se mettre hors la loi et de dire que la loi n'est pas normative. Alors même qu'il est évident que la loi est normative, et aucun juriste sérieux ne peut contester cette évidence. La loi est normative et la Cour de cassation, pour pouvoir en fait rendre son arrêt du 5 février, a dû avoir un comportement anticonstitutionnel, a dû s'opposer à la Constitution française qui dit qu'en effet, que cette loi est normative et par conséquent, on a l'obligation de tirer toutes les juridictions, l'obligation de tirer toutes les conclusions, voilà les effets. Ça, c'est une chose. Les gens confondent en fait, je dirais, parce qu'ils sont conditionnés justement, ils sont créolisés, c'est-à-dire en fait ils ont adopté les goûts et les habitudes du colon. Et qui fait que lorsque le colon parle, même si le colon dit ça c'est rouge, alors que ça c'est vert, eh bien ils vont dire bon, c'est rouge en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est cet autoritarisme. Et c'est pour ça, voilà, douter d'eux-mêmes. Et c'est pour cette raison qu'on arrive en fait à dire en fait que c'est une loi, une coquille vide, ou bien une loi en fait qui n'implique pas la réparation. Mais interrogez les juristes, interrogez ceux qui savent, mais ceux qui savent, pas les créoliser
qui se joue juriste et qui en fait en réalité se conforme à la volonté politique, au mépris en fait de l'autre. Non. Et donc c'est pour cette raison que 3 associations, le collectif des fils et filles des Africains déportés, dit le COFAD, le mouvement pour une nouvelle humanité, dit MNH, et puis le MIR Martinique, ont porté plainte nommément contre chaque juge de la Cour de cassation, ayant rendu en fait cet arrêt du 5 février pour discrimination raciale, puisqu'en effet... C'était l'affaire de M. Hugues Despointes, où en effet, je rappelle en effet, oui. où la Cour de cassation, les juges de la Cour de cassation considéraient que eh bien, cette loi du 21 mai 2001 n'était pas normative, n'avait aucune signification, aucune portée juridique, et par conséquent autorisait quiconque à venir nous dénier, briser l'intégrité inhérente à la personne humaine des nègres et des négresses. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait venir dire en fait que eh bien, c'était une bonne chose qu'on soit traité comme des sous-humains, etc., etc. En faire l'apologie ou la négation du crime contre l'humanité. Et donc, il faut savoir en fait qu'en droit, la dignité inhérente à la personne humaine est un droit absolu. Je veux dire en fait, c'est le droit le plus sacré, c'est le fondement de tous les droits fondamentaux. Qui veut dire en fait qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit, sauf ébranler tout le système juridique en fait des humains, de faire l'apologie de nier en fait l'intégrité inhérente, l'intégrité de la dignité humaine de quelconque manière. Donc ça, il faut faire le point là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, et qui me semble fondamentale aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas détacher la réparation de la nécessité que nous soyons reconnus pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains en droit. Il ne faut surtout pas penser que la réparation se fonde et exige seulement des indemnités financières et autres ou symboliques. De cette condition absolument, humaine. C'est une condition, voilà, c'est la condition humaine qui justifie tout. Et si on se fait piéger, comme en fait nos aînés se sont fait piéger, en pensant que par exemple pour l'assimilation, on vous donne du matériel, on vous donne de l'argent, on vous donne un confort matériel. Mais si moi je suis maître de mon système et que j'ai un bœuf, et le bœuf sait conduire, je peux le donner à conduire la voiture, si le bœuf en fait sait conduire un bateau, un avion, pas de problème. Mais cependant, je veillerai toujours que ce bœuf ait le statut de bœuf dans mon institution juridique. Mais l'ensemble, c'est qu'effectivement, nous avons à gérer ici essentiellement. Absolument. Nous n'avons pas à prendre de décision. Nous ne faisons que gérer comme le bœuf peut conduire la voiture. Exactement, absolument. Voilà. Et je voudrais insister là-dessus, sur cet aspect, parce que nos aînés ont fait l'erreur. Par exemple... Non, la situation était celle-là. Je ne juge pas, je ne juge quiconque. Je veux dire en fait que nous y sommes toujours. Nos aînés ont fait l'erreur, par exemple les indépendances en Afrique. Ils ont ou dans les Caraïbes, et c'est pour cette raison que les CARICOM, en fait, aujourd'hui, les pays indépendants demandent réparation, parce qu'ils n'avaient pas compris certaines choses. Ils ont cru que, en effet, il suffisait pour être maître de sa destinée en tant qu'individu, en tant que collectivité humaine, de pouvoir organiser librement en fait sa société. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour pouvoir en fait être maître de son destin, il faut absolument qu'on soit institué en tant que personne humaine. Et ce qui se passe au sujet des pays indépendants, c'est qu'ils comprennent pas, ils n'ont pas saisi je dirais la structure, l'organisation internationale, nationale, internationale du droit. Et qu'en définitive, on peut croire qu'on a le statut d'être humain parce qu'on gère en fait localement notre pays, mais en réalité, on est imbriqué dans un système international qui nie notre humanité un peu plus haut. On n'a pas une vision, on n'a pas produit ce droit-là. Il ne reflète pas notre personnalité. Aujourd'hui, on y revient, on a compris ça. Comme on me fait signe que l'émission est terminée, on va écouter Maître Duhamel sur cette... Et puis je vais vous écouter une dernière fois et on va clore, puisque malheureusement, je vous ai dit, ça passerait. Oui, merci. Non, moi je voudrais essentiellement rebondir sur la question de l'assimilation et du droit de la dignité de la personne humaine. Alors je rappelle qu'il y a un traité constitution qui a été voté pour l'Europe en 2004 qui dit que la dignité humaine est inviolable et qu'elle doit être respectée et protégée. Et dans la droite ligne de ce traité, il y a eu la charte des droits fondamentaux qui dit que la dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais qu'elle constitue la base même des droits fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être un être humain,
On ne peut pas être un être humain si on n'a pas le respect de la dignité humaine, attaché à sa personne. Un chien n'a pas le respect de la dignité humaine, donc c'est un sujet de droit, mais ça n'est pas un être humain. Mais c'est le chien de son maître. C'est le chien de son maître. Or, qu'est-ce qui se passe avec tous les systèmes qui ont été mis en place jusqu'à maintenant, y compris l'assimilation et la départementalisation? Eh bien, il se passe qu'on met en place un système d'aliénation. Et l'aliénation, je l'avais rappelé lors du colloque, l'aliénation, c'est le fait de devenir comme étranger à soi-même, de perdre la raison. Et c'est ça qui permet maintenant de comprendre pourquoi nous avons des comportements comme le fameux syndrome de Stockholm, mais surtout ces gens qui viennent à la radio ou dans les médias pour se mépriser soi-même en disant qu'ils n'ont pas droit à réparation. C'est parce que chaque Martiniquais qui n'a pas encore fait la démarche de comprendre que le système dans lequel nous vivons est un système particulièrement aliénant, mais aliénant dans toutes les sphères de notre vie, cette personne vit un mal-être très profond. Et je réfléchissais à ça et j'ai écrit la phrase suivante: l'assimilation et la départementalisation, c'est l'aliénation de l'identité ethnique, l'identité civilisationnelle, nationale, géographique et environnementale. Ici en Martinique, chacun qui se vit comme Français et Européen est étranger à sa propre civilisation, qui n'est ni française ni européenne, mais qui est fondamentalement africaine. Il se vit comme étranger à sa mémoire collective, qui n'est pas les Gaulois, mais qui est africaine, à son histoire, à son territoire, à son environnement géographique et naturel. Donc ça veut dire que cette aliénation consiste à imposer à l'autre, à nous, de vivre comme si nous étions quelqu'un d'autre. Mais forcément, ce que nous sommes vraiment finit toujours par nous rattraper. Et quand ça nous rattrape, eh bien, on se traite durement. On dit que les nègres ne sont pas bons, parce qu'effectivement, on est des nègres, mais on ne veut pas se vivre comme des nègres. Oui. Alors, chers téléspectateurs, l'émission se termine. Vous comprenez pourquoi, lorsque vous invectivez d'autres nègres, nègres ceci, nègres cela, eh bien, vous êtes dans cette aliénation dont vient de parler Maître Duhamel, puisque vous êtes déconnecté de vous-même et vous avez l'impression de parler d'une autre entité alors que vous parlez de vous-même. On va conclure. Je vais donner la parole à chacun. Vous dites un petit mot parce que les lumières clignotent fort. Donc, ne gardez pas le micro trop longtemps. Chacun va dire un petit mot. Et puis, un petit au revoir aux téléspectateurs. Voilà. Alors, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Maryse pour bien faire comprendre que justement, cette aliénation dont nous sommes porteurs, c'est justement le processus de créolisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fini par intérioriser des valeurs qui ne sont pas la culture de l'autre, les goûts de l'autre, c'est-à-dire ses goûts de prédation, ses goûts de hiérarchisation, son regard sur nous-mêmes. Et effectivement, nous avons fini par croire que nous sommes, tout compte fait des créoles, effectivement, nous sommes des produits de cet imaginaire colonial, mais un imaginaire colonial qui est malade. C'est-à-dire qui fait justement cette hiérarchisation de l'humanité et qui a sorti le noir de l'humanité. De lui-même. Un petit au revoir aux téléspectateurs. Oui, alors je remercie tous les téléspectateurs et j'espère qu'ils ont bien compris et il y a encore des ouvrages pour leur permettre d'encore mieux comprendre. Voilà. Allons-y, continue. Monsieur Bissep, vous voulez dire? Oui, ce que je voudrais dire, c'est je pense qu'il y a deux citations que je voudrais dire. La première, c'est l'heure de nous-mêmes a sonné, et la deuxième, devenant ce que nous sommes. Okay. Et je pense que c'est important. Je pense qu'il est maintenant nécessaire qu'une nouvelle génération d'hommes politiques arrive en voulant forger notre destin. Attendez une seconde. Avec justement cette ambition profonde que nous devenions ce que nous sommes. Voilà, merci d'être patient. Une petite seconde, on va devoir conclure malheureusement. Alors merci chers téléspectateurs d'avoir été là. J'espère que c'était très dense, mais tout le monde n'a pas pu s'exprimer autant qu'on l'aurait voulu, mais que vous en avez tiré quelque chose. Lisez les ouvrages que je vous ai indiqués. Lisez ce petit ouvrage aussi de Monsieur Thème. Il y a d'autres débats, d'autres textes en débat. Merci et puis bon après-midi ou bonne soirée. À bientôt.